Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Lydia Placet. Lydia est formatrice depuis 7 ans et elle a construit un modèle assez atypique. Elle travaille environ 100 jours par an et elle prend plus de 200 jours de repos par an. Elle accompagne des entreprises sur la gestion du temps. Elle aide également les indépendants à retrouver du temps sans sacrifier leurs revenus. Et ce qui m'a surpris lorsqu'on a échangé ensemble, c'est que Lydia a volontairement construit ce modèle de vie. Aujourd'hui, on va parler de gestion du temps, d'entrepreneuriat, de liberté financière, d'équilibre vie professionnelle, vie perso, IA et des erreurs que font beaucoup d'indépendants. Bienvenue Lydia. Merci François pour l'invitation. Quand on s'est parlé la première fois, Lydia, tu m'as dit, je travaille seulement 100 jours par an. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors c'est toujours la question qu'on me pose. Alors effectivement, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, j'accorde à mes clients 100 jours dans l'année. Alors bien sûr, à côté de ça, il y a quelques jours de préparation, un maximum de 65 jours dans l'année. Quand je te dis la préparation, ça peut être la préparation du contenu de formation, la prospection, la paperasse, hein, parce que bien sûr, il faut faire les devis, enfin voilà, les factures et tout ce qui va avec. Mais surtout, moi, dans ce que je veux préserver dans mon modèle, c'est mes 200 jours de vacances dans l'année. 200 jours de vacances, ça fait rêver, hein. Euh, Comment tu t'organises? Comment est organisée ton année en fait? Tu as des indicateurs que tu suis? Comment tu fais? Alors bien sûr, moi j'ai des indicateurs parce qu'à la base je suis scientifique. Donc ce qui fait que chaque fois que je fais quelque chose, je le mesure, je le teste, je l'améliore en permanence. En fait, je suis aussi dans ce cycle-là parce que avant ce parcours-là, j'ai fait 15 ans de recherche. Donc 15 ans d'essais-erreurs, hein, c'est ça la recherche, pour arriver à quelque chose de beau, qui fonctionne et tout. Donc moi je suis partie sur ce modèle-là en me disant, voilà, mon objectif c'est d'avoir 200 jours de vacances. Comment je vais placer le reste des jours de travail? Parce que bien sûr, il faut quand même travailler, on est d'accord, hein. En fait, j'utilise la saisonnalité de mon activité. C'est que moi, en tant que formatrice, je suis énormément demandée sur les périodes de septembre à décembre, comme beaucoup de formateurs. Donc ces jours-là, ils sont vraiment destinés à répondre aux demandes des entreprises. Enfin voilà, j'anime beaucoup de formations pendant cette période. Je vais animer pour donner une idée, entre 8 et 12 jours dans le mois. 12 étant le maximum, hein, puisque pareil, j'ai testé, expérimenté. Quand je fais plus, c'est pas forcément de bonne qualité et c'est moi qui suis pas satisfaite. Donc, j'ai aussi un niveau d'exigence qui est assez élevé. Et le reste de l'année, on va dire de avril à juin, j'ai aussi un nombre de jours de formation qui est très élevé. Et ensuite, janvier à mars, c'est plutôt creux. Donc, j'ai quelques demandes, mais très peu. Donc, je profite justement pour mettre à jour mes formations, pour faire de la veille, pour me renseigner, pour prospecter. Et dans le modèle tel que j'ai créé, j'ai l'été entre 4 et 5 semaines de congé. Les vacances de Noël, je les ai tout le temps, puisque je ferme, étant donné qu'il n'y a jamais de demande de formation à cette période-là. Je garde aussi une semaine en février pour les vacances d'hiver, une semaine en avril pour les vacances de printemps, et une semaine à la Toussaint pour les vacances avec les enfants. Voilà. C'est génial. Tu me fais rêver, Lydia. Et j'ai Mais tous les mercredis aussi, bien sûr. ah ouais, tous les mercredis. Ok. Alors la contrepartie, parce qu'évidemment, quand on prend des jours de congé, on travaille moins. Il y a une question de chiffre d'affaires et de revenus. Tu fais quel chiffre d'affaires aujourd'hui sur une année? Alors, moi, sur une année, je fais un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Ok. 50 000 euros, ça veut dire tu es en auto-entreprise? Ouais, je suis en micro-entreprise, tout à fait. Ça te fait quoi en salaire à la fin quand tu as payé toutes tes charges, tes taxes? Alors, en revenu, quand j'ai tout payé, impôts compris, hein, impôts compris et tout ça, si j'ai fait le calcul pour toi, exprès, juste pour voir, Merci. je suis à 2 800 euros net par mois, tous les mois. 2 800 € net par mois Voilà, c'est ça. et 200 jours de congé. Et 200 jours de congé. Sauf qu'en fait, je suis aussi quelqu'un de minimaliste et d'assez économe, c'est-à-dire que sur ces 2 800 euros, moi, j'en consomme, j'en dépense que 2003, 2004. Et le reste, c'est investi. Euh, pour la suite, on aura l'occasion de rediscuter, mais pour la liberté financière. Ok, ok. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si j'ai bien compris, alors tu travailles déjà en direct ou en sous-traitance? Alors, les deux. Moi, je fais les deux. Je travaille 80% de mon temps en sous-traitance et 20% en direct. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire que si tu
voulais, tu pourrais aussi travailler plus On est bien d'accord. pour gagner plus, Tout à fait. mais c'est pas dans ton objectif. Ok, C'est pas que c'est pas dans mon objectif, c'est que, comme tu dis, travailler plus pour gagner plus, faut penser à tout en fait. Il n'y a pas que l'argent qui rentre en ligne de compte et les gens oublient souvent ça. C'est que quand tu travailles plus, tu te rajoutes aussi une charge mentale plus importante, plus de stress hein, quand il faut aller chercher tes propres clients. Et clairement, j'essaye hein, des fois, mais j'ai pas envie de ça. Voilà, c'est toute cette complexité qu'il faut faire pour attirer l'attention, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans la prospection et tout ça. Moi, je compte beaucoup sur mon réseau qui m'apporte énormément. Et bien sûr, je leur redonne aussi. Hein. Je suis plutôt dans un système gagnant-gagnant. Et la sous-traitance marche bien dans ce cas-là. Je ne m'interdis pas de faire des missions qui peuvent être beaucoup plus chères et tout ça, mais je ne vais pas aller volontairement les chercher parce que je préserve ma qualité de vie. ok. Je fais une petite aparté parce qu'il y a quand même un sujet qui est d'actualité en ce moment. J'échange avec pas mal de formateurs qui sentent qu'il y a une baisse d'activité, notamment quand ils sont en sous-traitance, qui se disent je vois que mon planning se remplit moins bien. Je dépends que de un ou deux donneurs d'ordre et là, ils commencent à prendre conscience du risque que ça peut représenter. Et la plupart, ceux qui anticipent, vont avoir tendance en général à se dire, OK, maintenant, je vais commencer à chercher à développer ma propre clientèle pour moins dépendre des donneurs d'ordre. Est-ce que c'est également ton cas? Comment tu vois ça, toi? Alors, moi, je dépends, pour te dire, je dépends de deux organismes de formation, plus une école, en gros, en sous-traitance. Voilà, donc ça me fait déjà un volume d'affaires qui est pas mal. Effectivement, c'est jamais bon de dépendre que d'une seule école ou d'un seul truc. Moi, je le dis toujours, j'ai une amie qui dépendait que d'une seule école et quand l'école a fermé, bon, bah voilà, on sait très bien ce qui peut arriver. Moi, je développe en fait un réseau, c'est-à-dire que tous les ans, je propose ma candidature à divers organismes de formation sur mes thématiques. Des fois, j'ai des missions ponctuelles parce qu'ils ont des besoins ou parce qu'ils ont des absences ou je fais des remplacements. Si ça se passe bien, bah, après, je peux intégrer leur réseau, mais je mise aussi sur le long terme. C'est-à-dire que reconstruire une clientèle, enfin, tu le sais, je pense mieux que moi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se construit sur la durée. Et moi, je préfère, enfin voilà, je suis dans un système où je me dis, je prends le temps de construire les choses pour avoir des bases solides et pour que je développe mon réseau de partenaires. Voilà. OK. OK. Euh, Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, Lydia, parce que tu n'es pas arrivée là par hasard, avant d'être indépendante, tu faisais quoi? Alors, si je suis arrivée là par hasard. Non, en fait, je suis tombée dans la formation un peu par hasard, mais j'en faisais quand même dans mon précédent métier. À la base, je suis chimiste, donc rien à voir. Chaque fois que je dis ça, on me dit, mais comment c'est possible? Donc, chimiste, hein, si tu as vu Breaking Bad, bah voilà, moi je faisais ça, je faisais des petites molécules dans mon laboratoire. Et j'avais la chance aussi de former tous les nouveaux arrivants dans le labo. Donc, en fait, je faisais de la formation sans savoir que j'en faisais. Sachant que sur les 3 dernières années, je faisais aussi les TP à l'IUT de chimie à Grenoble, à côté de là où je travaillais. Donc, j'ai petit à petit pris goût à cette activité-là, au point que quand on s'est posé la question de me dire, bon, en fait, là, ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon activité, même si c'est de la recherche et c'était passionnant. Bah, en fait, à un moment, dans n'importe quelle activité, moi, je trouve, il y a un espèce de ronron. Tu commences à t'ennuyer parce que tu as Hmm. l'impression d'avoir atteint ton plafond de verre. Je me suis dit, il me faut un nouveau défi. Mais je voulais pas un autre défi dans une autre entreprise parce que je me suis dit, il est peut-être temps de construire selon mes propres règles, en fait, mes règles du jeu. Parce qu'à chaque entreprise, bah, tu as des contraintes, hein, tu le sais. Hein. Donc, je me suis dit qu'il était temps de me lancer. À l'époque, je peux te dire, j'ai aussi vécu un burn-out. Le burn-out aussi a beaucoup empiété et sur ma capacité de travail et sur mon attention et aussi sur mon envie de lever le pied. De me dire aujourd'hui, je veux aussi construire une entreprise où ce sera à mon rythme et pas un rythme imposé par la boîte. Enfin, voilà. Donc, c'est le burn-out qui t'a amené cette réflexion-là? C'était un déclencheur, si tu Ouais. veux, en plus de mes deux enfants, parce que j'ai fait mon burn-out entre le premier et le deuxième. Donc, si tu veux, là, je me suis dit, en fait, me détruire pour le travail, ça n'a aucun sens. Moi, je veux que mes enfants, ils voient une maman épanouie, heureuse, qui a envie de vivre, qui a envie d'aller au boulot, pas une maman qui se lève le matin et qui a la boule au ventre tous les jours, quoi. C'était pas simple pour moi et c'était pas simple pour ma famille. Ouais. Et puis, c'est pas le même exemple qu'on va donner à ses enfants, le modèle, entre guillemets.
qu'ils vont peut-être reproduire plus tard. Ok, ok, je comprends. Et tu bossais beaucoup avant quand tu étais salarié, tu faisais beaucoup d'heures? Alors non, paradoxalement, je faisais pas beaucoup d'heures. C'est aussi ça qui a fait que du coup, je me suis quand même cramée parce que les gens souvent se disent, bah ouais, le burn-out, c'est les gens qui font beaucoup d'heures et tout. Non, moi, je travaillais intensément. C'est pas la même chose. Et en fait, pour te dire, j'étais tellement efficace, et c'est factuel, hein, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, que quand je suis partie pendant mon deuxième congé mat, ils m'ont remplacé, ils ont pris mon travail, la moitié de mon travail, et ils l'ont filé à 3 personnes. Et ils ont D'accord. dit l'autre moitié, on va le laisser. Et je leur ai dit, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'il va falloir 3 personnes pour faire la moitié de mon travail. Et la réponse de ma manager, ça a été, bah oui, parce que tu comprends, hein, si on leur donne tout ton travail à une seule personne, elle va être submergée. Ok. 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 D'où l'importance de bien gérer ses priorités, sa concentration et être efficace, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça, c'est ce que toi, tu proposes dans une partie de tes formations. Tu accompagnes des indépendants sur la gestion du temps. D'après toi, pourquoi la majorité des indépendants sont débordés? Ah, alors, la première chose souvent que je leur dis, c'est que ceux qui démarrent entre indépendants et avant qui ont été salariés, ils ont eu l'habitude, hein, de ce conditionnement, de se dire, je dois travailler de 8 heures à 17 heures. Et donc, même s'ils n'ont rien à faire, ils vont rester devant leur bureau, refaire le site internet, envoyer des trucs, tout ça. Moi, je le fais encore après 8 ans C'est vrai. d'indépendance, hein. Ça n'a pas de sens. Je trouve toujours un truc à faire ou à améliorer. En fait, j'ai une to-do list qui est tellement longue que je pourrais bosser jusqu'à 23 heures tous les soirs. Oui, mais est-ce que c'est efficace et est-ce que ça a de la valeur? Ça, c'est autre chose. C'est toujours, ça améliore les choses. Après, est-ce que je suis pas vraiment dans la loi de Pareto à me dire, je fais 20% des actions qui rapportent 80%. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je tende. Voilà. Et ben moi, si tu veux, c'est là-dessus que je travaille. Je travaille sur est-ce que ça a de la valeur? Et en fait, si les actions n'ont pas de valeur, bah, soit je vais les supprimer, bien sûr, parce que ça n'a pas de sens de continuer de les faire. Soit si elles ont peu de valeur, je vais les automatiser, parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut automatiser beaucoup de choses. Soit si ça a vraiment de la valeur, je vais le mettre au moment où mon efficacité est la plus optimale pour moi. D'accord? Parce que par rapport à ta chronobiologie, bah, tu sais bien qu'il y a des moments, tu es, haut et des moments, tu es bas. Et du coup, je vais adapter ça en fonction de ça. Et franchement, si des fois, moi, les 3 quarts du temps, j'ai fini ma journée à 14, 15 heures, en fait, je ferme et j'arrête, tu vois. Et tu ressens pas de culpabilité. Mais zéro. Et en fait, c'est ça qui stresse les indépendants, c'est que c'est vraiment ce mot-là. Ils culpabilisent, si tu veux, de ne pas Mm. travailler. Alors que je leur dis, en fait, rester devant ton PC juste à attendre que quelqu'un te réponde, tu ferais mieux d'aller faire une balade, tu vas te détendre, tu vas faire du sport, tu vas faire autre chose. Et après, bah, tu reviendras, tu seras plus frais, en fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire quand même là depuis quelques mois, de m'accorder plus de temps le midi. Tu vois, des fois à 11 heures, j'arrête, 11h30, puis soit je vais faire du vélo, je vais nager, je reprends à 14-15 heures. Je prends plus de temps pour me dire, OK, je fais du sport, ça va me faire du bien. Si je me sens bien, je vais être plus efficace. Un autre truc que je fais aussi sur mes to-do list à rallonge, c'est que quand je vois une tâche qui se répète et puis qu'au bout de 2-3 semaines, elle est toujours là, je dis, bon, bah, finalement, elle n'est pas importante, allez, je l'enlève. Ouais. Et ça, Avant, avant, tu je fais le des... faisais pas. Non. Ouais. Et ça, c'est une des premières choses que je dis aux personnes qui ont une to-do list. Moi, j'ai pas de to-do list, tu vois, juste pour te donner un truc. Ouais, je sais, il y a des gens qui, qui décomposent. Alors là, je tombe des nues, va falloir que tu m'expliques comment tu es organisé. Alors moi, ça fait 10 ans que j'ai plus de to-do list. Je vais être honnête, j'avais déjà commencé à mettre ça en place dans mon ancien boulot parce que j'avais compris le stress que ça générait d'avoir la to-do list et de te dire, ah là, j'ai toujours pas fait ça, j'ai toujours pas fait ça. Voilà. Et je me base plutôt sur la valeur des choses, quoi. Et t'oublies rien? Non. Ah, parce que moi, j'oublie. Moi, si j'ai pas de to-do list, je vais faire que les trucs que j'aime. Et je vais peut-être passer la journée sur Claude Code à bricoler, mais qui n'auront pas forcément une grosse valeur pour l'entreprise. Je sais que moi, j'ai été obligé de me forcer parce que c'est pas du tout dans ma personnalité, mais de me mettre une discipline. Le matin, j'ai un rituel où pendant 1 heure et demie, bah, j'ai une liste de tâches à faire et je les fais dans l'ordre.
et je suis obligé de les faire parce que sinon, c'est pas bon pour mon business. Alors en fait, moi, comme tu dis, j'ai un rituel. J'ai pas de to-do list, mais j'ai un rituel. Et quand il y a des choses très très importantes à faire et que je veux pas l'oublier, bah, en fait, je vais les mettre dans mon agenda, si tu veux. Je vais me dire, bah voilà, à ce moment-là, faut faire telle chose, ainsi de suite. Tu vois, tout ce qui est, j'allais dire, tout ce qui est que tu dois faire tous les mois, qui est répétable en fait. Par exemple, les devis, les factures, tout ça. Bah, dans mon agenda, il y a un événement. Tu vois, comme aujourd'hui, il y avait l'événement, faire les factures, envoyer les devis. Voilà. Toutes les fins de mois, c'est la même chose. Et c'est en automatique, c'est calé. Et ça se cale tout seul sur tous les mois. Donc, quand j'arrive ce moment-là, je sais que j'ai ça à faire. Tu vois. Et je me stresse pas à me dire, ah là, j'ai oublié les trucs importants. Non, j'ai pas oublié. Ah, il y a cette chose-là. C'est-à-dire que j'automatise beaucoup de choses. Je fais beaucoup de rituels. Et comme tu dis, toi, tu vas passer une demi-heure à bidouiller sur Claude. Moi, je ne m'amuse pas à bidouiller sur des trucs. Tu vois, j'ai un temps pour bidouiller qui va être un temps quand j'ai le temps où c'est ma marge d'imprévu. Tu vois, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas comment toi tu gères ton temps. Il n'y a pas de bonne et meilleure façon de faire, hein. Il y a la façon qui vous correspond. Moi, j'insiste toujours là-dessus, c'est trouver votre rythme. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est du matin. Donc, je te donne mon rituel. Moi, le matin, je me lève, je prends mon petit déj, tranquille, j'emmène ma fille à l'école, je reviens. Je vais me laisser une petite demi-heure de lecture. Tu vois, ça peut être de la veille, ça peut être des trucs, de la formation à lire, enfin des trucs à faire. Et à 9 heures, j'attaque. Et là, pendant 1 heure et demie, je suis à fond. Et soit je te refais un programme de formation, soit j'écris du contenu, enfin voilà. Et je suis très concentrée. Et je suis aussi quelqu'un de très focus. C'est-à-dire que pendant cette heure-là, tu peux m'appeler. De toute façon, je n'entendrai pas le téléphone parce qu'il est en silencieux. La messagerie n'est pas ouverte. Donc, dans tous les cas, je suis vraiment focus, hein. Ce qui fait qu'avec ce focus-là, bah, en 1 heure de travail, je vais abattre ce que quelqu'un de non discipliné va faire en 3 heures. Tu vois. Et après seulement, je vais me mettre à papillonner et à partir sur mes mails. Allez, il faut que je réponde, tous les gens m'ont appelé, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout ça. Et quand j'ai fini, je vais déjeuner, je vais marcher comme toi, ou je vais faire une sieste suivant mon état de fatigue. Et ensuite, l'après-midi, je referai d'autres choses, mais des choses qui auront moins de valeur. Et dans mon emploi du temps, il y a 1 heure, voire 2 heures d'imprévu à chaque fois. C'est pour ça que je te dis que je finis ma journée à 15 heures. Parce qu'en fait, de 15 heures à 16 heures, si j'ai eu un imprévu dans la journée que je n'ai pas pu gérer, je vais le faire à ce moment-là. Sinon, j'ai fini, en fait. C'est fini, c'est fini. Je ne vais pas aller me rajouter du travail juste pour la beauté de la chose. Je vais me balader et à 16h30, je suis à l'école pour récupérer ma fille. Joli, 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 joli. Ah, c'est bien. Moi, je suis un peu du matin aussi. Moi, j'attaque à 7h30. Je suis au bureau. Petite méditation 10 minutes pour bien poser. Et après, j'attaque mon rituel, faire un post LinkedIn, les messages, répondre aux emails. Et puis après, ouais, en général, c'est plutôt le matin, c'est travail de concentration, création de contenu, tout ce qui est un peu créatif, ouais. Et puis l'après-midi, les rendez-vous, les échanges divers. Mais je vais quand même essayer de m'organiser un peu mieux pour travailler un peu moins, ça m'intéresse. Pour l'instant, j'ai trouvé personne qui m'a dit ah non, non, ça ne m'intéresse pas de travailler moins. Tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu m'avais parlé aussi d'indépendant et de délégation. Être capable de déléguer, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Comment tu vois les choses là-dessus? Alors, oui, moi, je délègue quand je peux sur certaines tâches, hein, pas tout. Parce que pour déléguer, il faut déjà connaître être sûr de ce que tu veux déléguer, trouver la bonne personne, lui faire confiance. Ce que je dis aux gens, si vous ne faites pas confiance, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire laissez tomber, prenez quelqu'un d'autre, hein, jusqu'à trouver la bonne personne. Et après, la délégation, moi, c'est facile parce que je suis attachée au résultat et pas au processus. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je vais te laisser, je te donne une mission à faire, François, et je vais te laisser gérer ta mission de A à Z comme tu l'entends, à ton rythme, et je ne te mettrai jamais la pression, parce que ce n'est pas comme ça que je travaille. On fera des points réguliers pour savoir qu'est-ce qui se passe, si tu as des soucis et tout, et je vais voir le résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Si le résultat il est à la hauteur, c'est bon. S'il n'est pas à la hauteur, petit à petit, on va corriger pour l'améliorer. Mais ce qui est facile pour moi, c'est que de toute façon, je pars du constat que tu sais faire ton boulot, tu es pro, donc je n'ingère pas. Ce qui est difficile pour les gens qui délèguent, c'est qu'ils sont très attachés au processus.
tu vois. Ils veulent contrôler comment c'est fait. Il faut que ce soit fait comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et en fait, d'être tellement rigide, bah, ça brouille la personne et ça lui casse son autonomie et sa confiance en elle aussi. Et ça a zéro sens. Parce que tu vas perdre encore plus de temps, puisque tu vas contrôler plus la personne que si tu le faisais toi-même. Donc, si tu es dans ce cas-là, moi, ce que je dis, bah, délègue pas, fais-le toi, tu gagneras du temps, hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais je fonctionne un peu de la même manière. Moi, je délègue pas mal de choses aussi et j'ai arrêté de me mêler de ce qu'ils font. L'important, c'est quand est-ce que tu vas me livrer. Ok, à telle date, ça marche. À telle date, on se voit, on regarde. Les résultats sont là ou pas. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, c'est arrivé pour toi récemment. Tu nous disais que tu cherchais une assistante administrative il n'y a pas très longtemps. Comment ça se passe? Euh, non, une assistante administrative. Non, je cherchais un sous-traitant pour m'aider sur Calliope, sur l'accompagnement Ok, Calliope. J'ai reçu, je sais plus combien, moi, peut-être 200 candidatures. ok. Ouais, énorme. Et finalement, j'ai sélectionné quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, un client en fait. Un client parce que on le connaît. Et en fait, le problème, moi j'ai eu pas mal d'échecs sur de la sous-traitance. Trouver des personnes qui sont alignées avec nos valeurs, c'est pas évident. Fiable, c'est pas évident. Avec le bon savoir-être aussi, c'est pas évident. Et au final, parmi toutes les candidatures que j'ai reçues, bah, j'ai un de mes anciens clients qui est passé avec nous sur plusieurs prestations, qu'on connaît bien, puisqu'on l'a accompagné plusieurs fois, en qui on a une totale confiance, vraiment quelqu'un de très bien, aligné avec nos valeurs. Bah, finalement, c'est avec lui qu'on va bosser, Et parce ouais. qu'on le connaît, on lui fait confiance. Et ça, c'est le plus important. J'ai deux autres sous-traitants avec qui je bosse depuis 4 ans. On n'a même pas de contrat. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. On sait que les gens, ces deux personnes-là, Kevin et Guillaume, ils sont droits, ils sont honnêtes. Comme nous, on l'est pareil, hein. La facture, elle Mhm. tombe le 31, le premier, ils sont payés. Enfin, je veux dire, des deux côtés, on joue le jeu. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. On marche à la confiance et c'est suffisant. Euh, ouais, donc c'est pas évident de trouver des sous-traitants et le mieux souvent, c'est on les a des fois juste à côté de nous. On en connaît quelques-uns et ça, c'est le plus important. Ouais. Si on parle maintenant d'un sujet qui me passionne, et je vois que toi aussi, Mhm. c'est la liberté financière. Oui. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'intéresses à ce sujet? Ah, moi, je m'intéresse à ce sujet-là depuis très longtemps. Tu vois, je suis le mouvement FIRE aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais, Financial Independence Retired Early, que Victor Leura a ramené en France sous le format de l'immobilier. Donc, FIRE aux États-Unis, c'est tu investis dans la bourse tout le temps. Dès que tu as plus d'argent, ton surplus, en fait, tu l'investis dans la bourse pour avoir suffisamment d'argent. Et quand tu arrives à ce qu'ils appellent le crossover point, c'est-à-dire que les revenus générés par la bourse sont supérieurs à tes dépenses de base, et ben, du coup, tu es FIRE et tu es libre financièrement. Et ça, c'est basé sur un livre de Vicky. Je pourrais t'envoyer le livre si ça t'intéresse. Il n'est pas traduit en français, il est en anglais. Et qui explique un petit peu toutes ces bases et qu'est-ce qu'il faut faire, les calculs à faire, tout ce qu'il faut mettre. Et c'est aussi basé sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le minimalisme. Et eux, ils parlent de frugalité, quoi. Donc, vivre avec moins pour construire ta liberté financière petit à petit. Ben, écoute, tu vois, je connaissais pas le mouvement, mais je pense que moi, je l'ai fait de mon côté, parce que ça fait un moment aussi que je travaille sur mon indépendance financière, des investissements. Alors là, tu m'as parlé de bourse, d'immobilier. Tu Mm. investis sur les deux? Alors, oui, j'investis sur les deux. Alors, on va en parler, moi aussi. Du coup, en bourse, qu'est-ce que toi, tu es plutôt sur quoi? Moi, je suis sur des ETF. Ouais, Voilà, je suis pas sur des actions. Je suis sur des ETF. Je suis beaucoup sur l'ETF SP 500, si tu connais. oui, Voilà, parce que c'est l'indice qu'on connaît, qui a montré quand même depuis 40 ans que l'évolution, elle est entre 7 et jusqu'à 20% par année. Donc, c'est pas mal. Après, quand tu investis sur la bourse, faut pas être, ce que je dis, faut pas être cardiaque parce que la bourse, ça monte et ça descend tout le temps. mm, mm. Et le mieux, c'est quand tu es sur la bourse, c'est du long terme. C'est tu mets, tu vois dans 20 ans le résultat parce que même s'il y a des grosses baisses, au final, il y a des fortes hausses, donc ça compense. Et en fait, sur 20 ans, c'est toujours positif. C'est un peu comme l'immobilier, je te dirais. Ouais.
tout à fait. Moi, je mets aussi pas mal sur la bourse. Alors moi, je suis sur le MSCI World Mhm. et c'est pareil, j'ai regardé un petit peu les courbes sur les dernières années. Et donc le MSCI World, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les 1000 entreprises au monde Mhm. qui ont les meilleurs résultats. C'est un ETF également qui est revu chaque année. Donc chaque année, ils sortent les entreprises les moins performantes pour aller intégrer les entreprises les plus performantes. Ce qui fait que c'est un indice sur les 1000 sociétés les plus performantes du monde. Et de ce que j'avais regardé, analysé, on est à 7-8% de moyenne par an C'est ça. depuis un paquet d'années. Donc, ce qui fait que c'est relativement fiable. Et donc, moi, je travaille aussi, alors je crois que ça s'appelle comme ça, du DCA. Tous les mois, je mets une somme régulière et tous les mois, je mets la même somme et j'y vais et j'avance et j'avance. Que ça monte, que ça baisse, ça permet de lisser entièrement les résultats. Donc, l'argent que j'avais en économie, en fait, petit à petit, je le place à la bourse plutôt que mon livret A. Ouais. Alors, Et, c'est vrai que c'est bien, ouais. et je vois les résultats, c'est complètement différent. Et je dis, mais pourquoi j'ai pas attaqué ça il y a 15 ans? On attaque ça quand on pense à le faire, tu vois. Faut pas se dire ah, c'est trop tard ou c'est où j'aurais dû le faire avant parce que bon, bah, on peut pas remonter dans le temps. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est des indices plutôt fiables et c'est bien. Par contre, moi, à ceux qui se lancent dans l'investissement, ce que je leur dis toujours, c'est avant de faire ça, constituez votre matelas de sécurité. Et c'est souvent ce que les gens oublient de faire. Et si tu veux, ils mettent tous leurs économies dans la bourse. Et j'ai eu le cas d'une collègue l'année dernière qui a perdu, elle avait misé sur un truc qui n'était pas du tout sûr, qui n'était pas du tout connu. Elle a perdu 8 000 euros, tu vois. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait discuté, construis ton matelas et tout ça avant. Et il y a aussi ça, tu vois, moi, avant d'investir, déjà, je me suis renseignée, je me suis formée à l'investissement, je sais de quoi je parle. Et surtout, j'ai fait un bon matelas de sécurité pour que quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de trembler. Tu sais, tu parlais des formateurs là qui ont vu une baisse de commandes au début d'année. Ça a été mon cas aussi. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas paniqué. Parce qu'en fait, déjà, je savais que c'était conjoncturel et que ça allait pas durer. En plus, on est sur un marché où la formation, même si ça baisse, honnêtement, ça va baisser, allez quoi, 10-20% dans l'année, ça va remonter l'année prochaine ou ça va rester stable, puisqu'on va aller sur des nouveaux modèles. Et moi, je me suis dit, dans tous les cas, en fait, j'ai un an d'économie de côté, si tu veux, accessible tout de suite. Donc, si pendant 3 mois, j'ai zéro mission, en fait, ça couvre largement, j'ai pas de stress. Et après, tout le surplus, je l'ai investi. Donc, comme tu dis, sur la bourse et une autre partie sur du crowdfunding immobilier, pareil, où les taux sont entre 9 et 12%. Voilà. D'accord. D'accord, tout à fait. Le matelas de sécurité, je confirme, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je fonctionne par le même principe et moi, je suis quelqu'un dans ma personnalité qui a besoin de beaucoup de sécurité, donc j'ai tendance il me faut un matelas bien épais pour bien dormir. Donc c'est pareil. Et c'est ça que je place en bourse depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, parce que ça rapporte rien à la banque ou sur un compte. Donc, ouais, matelas de sécurité, tout à fait. Et après, immobilier. Alors, et je fais l'aparté parce que moi, j'ai quand même pas mis un peu de sous aussi là-dedans. C'est tout ce qui est crypto-monnaie. Est-ce Hmm. que c'est un sujet sur lequel toi tu es allé? Pas encore. Honnêtement, pas encore parce que je trouve que c'est très très volatile la crypto-monnaie. Je me suis pas formée sur le sujet parce que tu sais qu'à chacun des piliers, il faut quand même prendre le temps de comprendre le système et tout ça. Donc je me suis pas formée. Je verrai dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. Euh, mais j'ai connu beaucoup de gens qui trouvent que c'est un levier très intéressant et qui gagnent pas mal d'argent, quoi. Moi, le problème de ça, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'une fois que c'est passé en crypto, bah, combien de temps tu mets à récupérer le truc, quoi? Je sais pas. Ouais, ouais. Moi, j'ai commencé à mettre sur la crypto il y a plusieurs années, hein, il y a combien? Il y a 6 ans, peut-être. 6 ans. Et puis, mais bon, sans me former réellement, tu vois. Par contre, là, moi, j'ai fait l'erreur. Mais j'ai gagné de l'argent. Tant Mais mieux. ouais, ouais, j'ai eu du bol. J'ai écouté des copains qui, eux, s'étaient formés, qui savaient de quoi ils parlaient, et j'ai suivi bêtement, on va dire, un peu les conseils. Euh, et j'ai eu de la chance. Bah, tu as suivi les conseils de personnes éclairées. Ça, c'est bien. C'est ça, ouais, tout à fait.
Il y a des personnes qui le font parce qu'il y a des gens qui parlent. Moi, j'insiste là-dessus sur l'investissement et c'est ça qui est malheureux sur Internet, c'est qu'il y a des gens qui en parlent et qui ne le font pas. Oui, Donc, oui, avant d'écouter les conseils, demandez-leur dans quoi eux, ils ont investi. ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais oui, en effet, c'est quand même risqué, c'est volatile. Euh, Beaucoup plus risqué que du MSCI World ou du SP 500. Ouais. Et l'immobilier, alors parce que c'est pareil, moi l'immobilier c'est un sujet qui me passionne depuis un peu plus de 10 ans. Moi j'investis aussi pas mal dans l'immobilier. Et là tu me parlais de crowdfunding Ouais. immobilier. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, ouais, le crowdfunding, en fait, c'est moi, je suis sur Brix. Je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme d'immobilière qui a un ticket d'entrée très bas à partir de 10 euros. Donc déjà, c'est accessible parce que souvent, quand tu vas sur l'immobilier, tu as la solution de t'achètes un appart et tu le loues. Tu vois, donc tu fais un crédit, donc tu t'endettes beaucoup, peu ou pas, enfin ça dépend des gens, tout à fait. Et tu utilises ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc ça peut être hyper intéressant quand tu as les fonds disponibles. Ce que moi, j'ai pas, puisqu'en fait, quand j'ai démarré pour investir dans l'immobilier, vu ce que je gagnais au départ, bah, je ne pouvais pas emprunter à la banque, si tu veux. C'est le cas de beaucoup d'indépendants. Faire un crédit à la banque pour un appartement, c'est pas si simple que ça. Hum, hum. Je suis d'accord. C'est toujours le premier le plus dur. C'est toujours le premier plus dur. Moi, j'ai déjà mon crédit pour ma maison, tu vois, là où je suis. Donc, je me suis dit, on va garder ça comme crédit, ce sera déjà pas mal. Donc, le ticket d'entrée, je te disais, il est à 10 euros. Donc, moi, depuis 2020, 2021 que je suis là-dessus, je mets 50 euros. En fait, je mets la même somme tous les mois. Ça va financer un projet immobilier. Ça peut être un château, ça peut être une résidence qui va être rénovée et revendue. Ça peut être plein. Il y a plein de projets différents en fait. On t'explique le projet, on t'explique le nom du porteur de projet, et c'est des obligations en fait. Tu vois, qui sont le format, c'est une obligation. Donc pour ceux qui savent, les obligations c'est quand même sécurisé parce qu'il y a tout un système d'assurance derrière. Et fondamentalement, par rapport à une action, une obligation, tu peux pas perdre de l'argent. Tu récupères ta mise de départ. Dans le pire des cas, tu n'as pas les intérêts, en fait. C'est ça la grosse différence. Donc là, je suis quand même sur des modèles où c'est à 9% d'intérêt. Donc le but du jeu, c'est quand même d'avoir des intérêts à 9% brut, hein, bien sûr. Euh, pour le moment, honnêtement, ça fonctionne. Moi, j'ai participé au financement de, je sais pas, centaines de projets sur cette plateforme-là. Tous les mois, j'investis, je remets de l'argent. Et en plus, donc comme c'est des projets qui vont durer entre 1 an et des fois c'est 6 mois, jusqu'à 5 ans, en gros, et ben quand au bout des 6 mois, tu vois, c'est ce qui arrive maintenant puisque ça fait un certain temps que je suis dessus, le projet se termine. Donc, tu récupères ton capital. Donc, tous les mois, j'ai reçu mes intérêts, hein. On est d'accord. Tous les mois, je reçois mes intérêts. Contrairement à un autre type de placement, là, tous les mois, j'ai les intérêts de ce que j'ai déposé. Au bout de la fin du contrat, je récupère mon capital de départ. D'accord. Et quand je récupère ce capital de départ, bah, j'ai deux options. Soit je le récupère et l'argent revient sur mon compte en banque, soit je le laisse dessus et je le réinvestis pour un autre projet. Et si tu veux, c'est ce que je fais. Moi, je n'en ai pas besoin, donc ça sera investi en automatique tous les mois. Et en fait, bah, je finance des nouveaux projets, ainsi de suite. Donc, alors là où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que tu vas investir. Ok, il y a un projet, alors peut-être château, tu sais, un achat, c'est une rénovation, je sais pas. Ouais, Ok, donc la personne, elle veut avoir un certain montant. Si elle part sur du crowdfunding, c'est qu'elle peut pas avoir un emprunt à la banque, j'imagine. tu as tout compris. Ou alors Parce que les que conditions de pour la banque sont trop financer du complexes. 9%, parce qu'en fait, c'est ça l'idée là, c'est que la personne, elle a besoin d'argent, donc elle emprunte à des particuliers qui vont aller. Des Mais liquidités, à tout à fait. 9%, Ouais. c'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, souvent, c'est des promoteurs ou tu vois, c'est des gens qui s'y connaissent, mais eux, ils empruntent à 9%. Mais quand tu regardes le projet, ils ont une marge à la fin, à la revente de 30%. Tu vois, voire des fois, mais 40%. Donc, ils s'en fichent, en fait, de perdre 9%, si tu veux, dans l'affaire, puisque Alors, s'ils avaient des 9%, c'est 9% par an. par mois. Pas par mois, c'est pas Ah, bah, possible. Par an, par an. par an, mais recoupé par mois. Ouais, divisé, ok, c'était un peu moins d'1% tous les mois, quoi. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant pour eux, si tu veux, parce que moi j'ai échangé avec une personne de l'équipe BRICS en lui disant c'est fou qu'il y ait des projets comme ça. Et en fait, il m'explique que bah, des fois les banques ne veulent pas prêter, donc c'est compliqué de faire passer le dossier. Des fois, même si les gens ont des solides garanties, hein, tu verras derrière, moi il y a des projets, le projet il est garanti à 200%, mais ils savent que dans une banque ça ne se fait pas. Ou soit les délais bancaires sont trop longs. Tu vois, c'est-à-dire que le temps d'avoir le dossier et tout ça, Hmm. et quand tu veux faire de l'achat-revente, bah, le délai, il est crucial.
Donc, plus tôt tu as ton financement, plus tu gagnes d'argent. Et ils ont aussi la possibilité, eux, c'est ce qui arrive souvent sur les projets, là, c'est ce qui est arrivé sur les projets derniers mois, de rembourser en anticipé, sans pénalité. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils décident que, voilà, bon, bah, en fait, j'avais prévu 24 mois pour l'achat-revente, ça se fait en 12 mois, et ben, je rembourse en anticipé et je suis tranquille. Tu vois? En fait, il y a une souplesse qu'accordent pas les établissements bancaires. Et en plus, il y a une communauté qui est quand même telle que, pour te dire, il y a des projets jusqu'à 3 millions d'euros qui sont financés, monsieur. Ok. Ok. Mais je connaissais pas, mais 9% par an, ça me fait réfléchir. Et tu dis c'est garanti. C'est ça qui me surprend. Mais oui, parce que derrière, il y a des assurances. En fait, c'est une obligation, donc il y a des assurances derrière. En fait, eux, ils prennent des assurances. Tu vois, on a eu un problème sur un projet où le porteur de projet avait déposé quelque chose et en fait, il avait menti. Enfin, il faut être clair. Et eux s'en sont rendus compte. L'équipe de direction de Brics s'en est rendu compte. Donc, ils nous ont tous écrit à nous, contributeurs, en expliquant la situation. Et donc, ils sont partis en justice, enfin voilà, pour gagner leur procès et tout. En attendant, ils nous versent les intérêts et ils sont en train de nous rembourser en fait la moitié. Ils ont dit, plutôt que de vous bloquer ce que vous avez mis, bah écoutez, nous, on s'engage à vous rembourser pendant la première année ce que vous avez mis et la deuxième année, avec le procès gagné, on pourra vous rembourser la totalité. Tu vois? Ils Hmm. s'engagent vraiment là-dessus. En fait, c'est vraiment, tu parlais de confiance, c'est vraiment un rapport de confiance, quoi. Pour l'instant, c'est un système où j'ai pas perdu d'argent, parce que des fois, il y a des endroits où j'investis aussi dans des entreprises, et des fois, bah, tu perds de l'argent. Là, j'ai pas perdu d'argent, mais des fois, bah, il y a plus de temps, parce que bah, le projet il est ralenti, parce que le permis, ils l'ont pas eu, ou parce que tout ça, ou parce que défaillance, mais c'est très, très rare. Donc, faut pas être pressé, c'est un peu comme la bourse, quoi. Tu vois, moi, je mets l'argent et je laisse. Et, euh, et on verra dans 10 ans. Ok. Ok, je vois. Je vois l'idée, ouais, ouais. Bah écoute, moi je le note. Brix, t'écris ça comment? Bricks. Mais si tu veux, je t'enverrai mon lien de parrainage, comme ça tu regarderas. Ouais, ok. Bah, on pourra le mettre sous la vidéo. Ok, si tu veux. Moi, j'ai choisi un autre modèle. J'ai commencé à investir il y a ouais, un peu plus de 10 ans dans un appartement. Donc, j'ai acheté un petit appartement sur Grenoble. Euh, j'ai ciblé les étudiants ou les jeunes ingénieurs qui arrivent sur Grenoble, puisque Grenoble, c'est une ville qui attire quand même beaucoup de gens qualifiés, compétents. Et donc, j'ai fait du meublé sur des petites surfaces, hein, 35 mètres carrés, meublé et haut de gamme par contre. Parce que on m'a toujours dit, ouais, attention, l'immobilier, quand tu loues des apparts, des fois tu le retrouves, l'appartement il est massacré. Donc, pour éviter d'avoir ce cas de figure, je me suis dit, je vais faire du haut de gamme. Donc, super belle prestation, travaux, pour justement aller chercher une clientèle qui a suffisamment de moyens et qui risquera moins de poser problème. Mm. Et donc, j'ai fait ce premier appartement. Alors, j'ai beaucoup étudié la fiscalité aussi, parce que c'est vital dans l'immobilier. Si tu n'étudies pas la fiscalité, tu peux te retrouver à faire un investissement qui va presque rien te ramener et qui va même te coûter beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est là-dessus que je suis parti sur du LMNP, le loueur meublé non Mm. professionnel. Le premier appartement, un appartement qui était en très mauvais état. Donc, j'ai mis beaucoup de travaux dedans, puisque en étant au régime réel sur la fiscalité, quand tu fais des travaux, tu peux les amortir sur 15 ans. Donc, tous les travaux que j'ai faits, eh ben, je les déduis sur 15 années, ce qui fait que je suis en rentabilité positive sur cet appartement, mais je déclare du négatif tous les ans. Donc, je ne paye aucun impôt. Et puis après, bah, de fil en aiguille, succès sur le premier, j'en ai fait un deuxième, et puis j'ai continué, et puis j'ai continué, et puis j'ai continué, et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un petit parc immobilier sympa qui appartient toujours à la banque. Mais c'est ce que j'allais te poser comme question, ça fait Ouais. écho. Et Ben, donc, ton porte en fait, immobilier, j'ai fait mes deux premiers appartements en tant que particulier, en LMNP. Donc j'ai emprunté sur 20 ans. Donc tu mhm. vois, il me reste une petite dizaine d'années. Et après, j'ai créé une société cette fois.
Mhm. pour aller chercher, cette fois, je suis allé acheter un petit immeuble, donc je me suis beaucoup formé. Mhm. Et en continuant à me renseigner sur l'investissement immobilier, ben oui, c'est vrai que dès que tu es propriétaire d'un petit immeuble où il y a plusieurs appartements, c'est complètement différent, la rentabilité est différente, il y a moins de frais, il y a moins de charges. Et donc je suis parti là-dessus. On a fait énormément de travaux aussi pour tout louer, mais cette fois en société, tu peux pas emprunter sur 20 ans, c'est 15 ans. Donc 15 ans, cette fois, on n'est pas forcément à l'équilibre ou positif, on a un petit effort. Mais bon, c'est en tant qu'entreprise, et j'ai mon autre entreprise FG Consult qui peut injecter un petit peu tous les ans pour aller combler tout ça. Mais bon, là, c'est pareil, il me reste encore peut-être 8-9 ans. Ok. Et est-ce qu'avec tout ça, du coup, est-ce que tu es fire? Est-ce que tu pourrais, avec seulement les revenus de tes emprunts, vivre, en fait? Alors, aujourd'hui, non, puisque tous Oui. les loyers payent les crédits. Mais dans 9 ans, oui, normalement, enfin, oui, je pourrais arrêter de travailler. Ah, mais c'est super. Ouais. Mais ça correspond pas à mon objectif. Tu vois, là, j'ai un petit papier que j'ai mis sur mon mur quand j'ai créé ma société, là, Ouais. où je me suis dit que avant mes 50 ans, j'atteindrais l'indépendance financière et que je gagnerais 5 000 euros net par mois sans rien faire. Ok. Alors, J'ai 47 ans, t'es pas loin. donc il me reste 3 ans. Ouais, ouais, ouais. Après, non, j'ai encore un peu de boulot à faire. J'y suis pas. Je sais pas. Ok. Non. Mais bon, j'ai quand même pris la trajectoire. Ça m'a quand même aiguillé, en fait, avec avoir un objectif pour aller chercher cette liberté financière. Mais tu vois, c'est atteignable, mais ça prend du temps. En fait, le problème de l'indépendance financière et de la liberté, c'est que les jeunes qui veulent se lancer là-dedans, ils veulent faire tout de suite. C'est-à-dire qu'ils veulent acheter un appart, deux apparts, trois apparts. En fait, clairement, tu vas l'attendre en 10-15 ans, hein, comme tu fais avec le modèle que tu as là, Mm. qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui est prouvé et tout. Mais voilà, faut être patient. Enfin, quand c'est de l'argent, faut être patient. Oui, c'est ça. Ouais, bah, ça se fait. Ouais. Et l'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. Euh, Commencer le plus tôt possible. Et ça se fait pas. Ouais, 10-15 ans, c'est peu, hein. Plutôt 15-20 ans. Et encore, quand je discute, moi, avec pas mal de gens qui font d'immobilier, c'est assez dur hein, d'avoir un investissement où à la fin de l'année, tu es à l'équilibre. Parce que c'est le but du jeu. Idéalement, c'est d'avoir un Ah cash flow non. positif en fin d'année, idéalement. Mais ça Alors, reste très rare. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont réussi ce genre d'investissement. eh ben, moi, je peux te dire que si tu vas voir dans le mouvement FIRE, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont des cash flows positifs dès le premier investissement et qui peuvent devenir indépendants très, très vite, en fait. Et eux, ils ont construit ça là-dessus. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a acheté un immeuble et en une année, c'était plié, quoi. Il avait son revenu. Ça lui faisait 2 500 euros de revenus par mois. Donc, c'était correct. Mais pareil, c'est un gros investissement, comme tu dis, avec un prêt sur 25 ans. Enfin, voilà, c'est pas un prêt sur 20 ans, hein, c'est un prêt sur Ah, 25 ans. alors, ouais, ok. Quand tu es sur Voilà. 25 ans, c'est plus facile d'avoir du positif. On est d'accord. C'est un Ouais. prêt sur 25 ans. Ils sont jeunes. Ils ont emprunté beaucoup, une grosse somme. Pareil, un bien avec travaux, avec beaucoup de travaux. Donc aussi, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans les travaux. Parce que souvent, les gens minimisent aussi quand ils investissent dans l'immobilier. En fait, tous ces travaux et la charge mentale et le temps que ça va te prendre, tu vois, de faire tout ça. On se Ouais. dit, oh, Alors, ça va estimer ça, mais c'est pas souvent le cas, hein. non, non, moi, j'ai rien fait moi, hein, parce En que, plus, ah ouais, non, parce que le but du jeu, c'est la fiscalité. Donc, mon temps, je préfère le passer sur mon entreprise, là où j'ai ma maîtrise et là où je suis capable de générer de l'argent, plutôt que dans le bâtiment où j'y connais rien et je vais perdre du temps pas possible, il n'y aura pas de facture et ce ne sera pas déduit fiscalement en fin d'année. Donc, pour moi, ça faisait aucun sens. Pour quelqu'un qui est du bâtiment, oui, ça fait du sens d'aller bosser dedans, mais pour quelqu'un comme moi, aucun sens. ok. Et donc, à la fin, dans 9 ans, ton parc immobilier, il est ok. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment? Dans 9 ans, quand tu seras libre Ah, financièrement, qu'est-ce que tu vas faire? très bonne question. J'y réfléchis beaucoup, en fait, mais j'arrêterai pas de travailler parce que j'aime ça, en fait. J'aime ça, j'aime être stimulé intellectuellement, j'aime toute la partie stratégie, enfin, tout ce que j'aime dans mon boulot, je continuerai à le faire. Mais et ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, de me dire, il y a 10 ans, mon objectif, c'était canapé télécommande, en me disant, j'ai la liberté financière, donc je peux me faire du canapé télécommande toute la journée si j'ai envie. C'était ça l'objectif. Mais
2 jours comme ça, et quoi après? Je vais pas passer ma vie devant Netflix, enfin, ça fait aucun sens et puis je serai pas épanoui. Donc je sais que je continuerai quand même à bosser, à accompagner des projets. J'envisage peut-être, quelque chose comme business angel. Tu vois, si j'arrive Mmh. à bien gérer ma partie financière, ben, peut-être accompagner, des entrepreneurs, peut-être dans le monde de la formation ou dans l'investissement immobilier pour les aider, les former en fait avec mon Mmh. expérience et les accompagner, pourquoi pas investir un peu aussi, dans des projets. Ce serait un peu ça l'idée. Mais par contre, heu, en réfléchissant, je vois aussi que, j'ai 47 ans et que, bah, la vie, c'est maintenant. C'est pas, je vois beaucoup de gens qui sont salariés, qui disent: «Oh là, vivement la retraite» et moi je dis: «Bah non, pas vivement la retraite parce que la retraite, j'aurai 65 ans, je serai pas en forme comme je suis aujourd'hui, donc je ferai pas autant de sport, j'aurai pas autant la pêche, j'aurai» non, 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 pas vivement la retraite. Il y a plein de gens qui sont à la retraite à 65 ans ou 70 qui disent: «Ah non, mais moi j'aimerais bien avoir ton âge et bosser». Tu tout Donc compris. c'est là où je rejoins et que le sujet de la gestion, du temps, m'intéresse énormément. C'est de se dire: «Bah non, la vie c'est aujourd'hui». Après chacun avec son parcours, hein, parce que moi, tu vois, tu parlais de résidence principale tout à l'heure. Moi, ça a été un de mes premiers objectifs aussi, c'était de la rembourser le plus vite possible. Donc Mmh. dès que j'avais de l'argent de côté, je faisais du remboursement anticipé. Pourquoi? Pour avoir de la liberté mentale, en fait. Mmh. Aujourd'hui, j'ai aucun crédit perso, ma maison elle est Oui. payée et ça me permet d'être tranquille et de bien dormir. De me dire: «Ben, je dois de l'argent à personne», sauf au niveau immobilier, mais bon, par les sociétés. Je dois de l'argent à personne, je suis chez moi, je fais ce que je veux et je vous emmerde, entre C'est guillemets. ça. Hem, mais ça je vais pas dire que ça a pas de prix, mais pour quelqu'un comme moi, si, ça a beaucoup de valeur. Oui, parce que pour toi, c'est ce qui est important. Effectivement, tu dis, des choses très justes, c'est, qu'en fait, il faut profiter aujourd'hui. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai construit ce modèle parce qu'en fait, moi, j'ai vu mon père attendre sa retraite toute sa vie et quand il a enfin eu sa retraite, il s'est jamais autant ennuyé. Ma mère, c'est pareil. Elle m'a dit: «Oh là là, mais en fait, la retraite, c'est la pire chose au monde». Je pensais pas que ça allait être comme ça, tu vois? La surprise et moi, ça faisait des années que je leur disais: «Mais en fait, vous vous rendez pas compte, ça va être difficile». Parce que passer d'un modèle, tout ou rien, c'est un peu ça, hein, parce que le salariat, on te compresse pendant 40 ans, voire plus, hein, à travailler, suivant des heures, voire des fois des heures impossibles et d'un coup, tu te retrouves avec cet temps libre, infini et tu sais plus quoi en faire et moi, c'est surtout pendant ce temps, c'est pendant la période covid, tu vois? Ça me rappelle le début de la période covid où tout le monde s'est retrouvé confiné. Il y a des gens qui ont pu continuer à travailler parce qu'ils avaient des métiers qui s'y prêtaient. Il y en a d'autres, ils ont pas pu le faire et en fait, ils ont été, paralysés par cette quantité de temps libre à disposition dont ils ne savaient plus que faire. Parce que comme tu dis, les 2 premières semaines, tu es content, tu es en vacances. Mais au bout de 2 semaines que tu Mmh, as donné sur ton canapé, en fait, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je côtoie beaucoup de gens qui ont atteint cette liberté financière et en fait, qui se sont remis à travailler derrière parce qu'ils ont dit: «En fait, maintenant je travaille, mais j'ai plus la même pression parce que j'ai plus rien à prouver». Tu sais aussi, il y a ce phénomène d'ego, j'ai plus rien à prouver. Que ça marche ou que ça marche pas, il y a pas d'enjeu parce qu'il y a pas d'argent derrière qui dépende de ça et du coup, c'est une relation, au temps et au travail beaucoup plus saine et en plus, ils ont appris à lever le pied. Tu vois? Moi, c'est ce que j'apprends aux gens. Je leur dis: «En fait, la vie, c'est aujourd'hui. C'est pas quand tu auras, je sais pas 70 ans que tu vas vraiment profiter parce que déjà, pour peu que tu aies pas eu le temps de prendre soin de ton corps, bah, tu vas être un peu rouillé, hein, je suis désolée, hein et c'est pas là où tu vas faire un marathon à 70 balais ou alors il va te falloir un sacré entraînement». Et moi, quand je suis partie là-dessus, en fait, sur le modèle, si tu veux, je me suis retrouvée à un âge où j'avais 35 ans. J'avais mes 2 enfants qui avaient 6 ans, et 4 ans, donc le grand est rentré au CP et en fait, je me suis dit: «Moi, mon rêve», j'avais ma résidence principale, hein, bien sûr, là où je suis, enfin ma deuxième qui est là et je me suis dit: «En fait, je veux les voir maintenant. Maintenant, maman, elle a envie d'aller les emmener à l'école le matin. J'ai envie de les récupérer le soir à l'école parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi». Une fois qu'ils seront au collège, en fait, je sais pas, mais moi, je me rappelle mes années collège, je disais à mes parents: «Non, mais c'est bon, laissez-moi là-bas, quoi». Voilà. Et moi, j'ai voulu profiter de tout ce temps-là, tu vois. Ce midi, pour donner un exemple, je mangeais avec ma fille, hein, elle a mangé, elle est restée avec moi jusqu'à 13h30. Euh, et bah, ça vaut tout l'argent que je pourrais jamais gagner, tu vois, mmh, mmh. ce temps-là.
Et l'argent, en fait, si tu en as besoin, t'en trouves. Enfin, voilà, il y a toujours des dizaines de façons de trouver de l'argent. Il suffit d'être un peu créatif des fois et surtout de créer de la valeur. C'est pour ça que je parle beaucoup de valeur parce que plus tu crées de valeur, plus tu crées d'argent. Donc, c'est quand même quelque chose d'illimité. Mais le temps, par contre, c'est une ressource finie. C'est-à-dire que quand ta journée, elle est finie, elle est finie. Elle n'existera plus jamais. Elle ne reviendra plus jamais. Et si aujourd'hui, tu n'as pas profité de tes enfants qui sont là, en fait, bah, tu vas continuer là-dedans. Et moi, mon but, c'était vraiment de me dire, bah, tant qu'ils ne sont pas au collège tous les deux, tu vois, ma fille rentre au collège en septembre, je garde un temps de travail et une disponibilité pour eux. Et ils en sont ravis. Ils sont vraiment très heureux de ça. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est bien, hein, c'est très très bien, ouais. C'est bien. Comme tu dis, ouais, la ressource temps, enfin, moi je m'en rends compte, c'est celle qui est la plus précieuse aujourd'hui pour moi. Ouais. Parce que aussi j'ai pu anticiper, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la liberté financière, donc investir, placer, au détriment, on va dire, de dépenser. Parce que c'est aussi un choix. Tu Mm. parlais de frugalité tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup de façon générale. J'aime la vie simple, en fait. Où est-ce que je dépense mon argent? Ben, pas grand-chose. Le week-end, j'aime bien recevoir mes potes, mes voisins. C'est là où je vais avoir des dépenses. Sinon, je vais rarement au restaurant. Je vais pas faire de shopping. Enfin voilà, j'aime les choses simples. Et ce qui permet, du coup, bah, de ne pas avoir beaucoup de dépenses, d'être capable d'économiser, d'investir. Et le bonheur, il est aussi, je trouve, parce que ça, c'est une quête permanente, Mhm. le bonheur, il n'est pas forcément. Enfin, il faut un certain niveau. Il faut que les besoins primaires soient assouvis. Manger, boire, un toit, le confort minimum. Et puis après, ben, c'est pas plus d'argent qui amène plus de bonheur, je Non. trouve. C'est la façon de penser, la façon de gérer sa vie. Et ça, c'est super intéressant. Tu vois, dans le livre de Vicky, elle explique ça. Elle explique, elle fait une courbe en fait sur l'argent. Tu sais, il y a toujours des études qui disent, ouais, effectivement, il faut un minimum pour vivre. Et puis après, tu atteins le maximum. Et une fois que le maximum est dépassé, en fait, le niveau de bonheur n'augmente pas. Mm. Et ça a été mesuré sur toutes les études et tout ça. Et en fait, elle te dit un truc qui est très juste, c'est quoi ton assez pour toi? Ouais. Pas pour la société, pour vraiment toi. Donc, elle te force à poser les chiffres en termes de c'est quoi la sécurité? C'est-à-dire, comme tu disais, la sécurité, c'est la base. C'est combien il te faut d'argent tous les mois pour payer ton logement, peu importe que tu sois locataire ou propriétaire, hein, d'accord? Combien pour payer ton logement, la nourriture de base et deux, trois sorties. C'est quoi ton niveau de confort? Donc, c'est-à-dire, le confort, c'est les vacances que tu t'accordes aussi pour décompresser et tout ça. Et après, c'est quoi ton niveau de luxe? Tu vois, qu'est-ce qui serait le grand luxe pour toi? Et en fait, moi, quand j'ai fait ces trois niveaux, bah, je me suis rendu compte que le grand luxe pour moi, c'était pas tant que ça. Tu vois, j'ai pas cette démesure d'argent parce que bah, déjà, je suis minimaliste. Donc, autant te dire que les boutiques, je les fais jamais. Sauf si bah, j'ai un vêtement à remplacer parce que ça fait 5 ans que je l'ai et qu'il est usé jusqu'à la corde. Euh, donc ça, je le fais pas. Après, bah, je mange des nourritures simples parce que je cuisine aussi. Tout ce que je fais, je cuisine. Tu vois, et ça, les gens, ils hallucinent. Ils me disent, mais t'achètes jamais de plats préparés? Je dis, ah bah si, de temps en temps, je commande une pizza ou je vais au restaurant et tout ça. Mais tu me verras pas sortir un plat tiré du congèle pour le mettre à Ah, chauffer. moi non Voilà. plus, jamais. Nous, c'est pareil avec ma femme. On aime. En plus, moi, j'adore cuisiner. Ouais, pareil, La avec semaine, moi. j'ai pas trop le temps. Le week-end, je cuisine beaucoup. J'adore ça. J'aime bien manger. Alors, j'aime Mais bien moi, pour le cuisiner. coup, je finis tôt. Tu vois, je finis tôt mes journées, donc je cuisine tous les jours. Et si c'est pas moi, parce que je suis en formation et que je suis en déplacement, là, comme en début de semaine, bah, c'est mon mari qui gère. Et mon mari rentre tôt parce que lui aussi, il veut profiter de ses enfants. Et donc, il prend le temps de cuisiner le soir parce que ça fait partie de ses priorités. Euh, et voilà, et c'est toute une logique en fait, de valeur. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu vois, en fait, en termes de dépenses, j'ai pas grand-chose. Moi, je dois dépenser, ce que je te disais, je dois dépenser 2 000 € par mois. C'est le bout du monde, tu vois. Et ça couvre tout. Mm, Euh, mm. donc après, bah, dès qu'il y a quelque chose en plus, en fait, je vais l'économiser, je vais le mettre de côté. Je vais dire, bah, écoute, on verra si jamais j'en ai besoin pour plus tard. Et j'invite aussi mes enfants à penser comme ça. Tu vois, Ah, au-delà eh de ça, ben, ça, c'est un sujet très, très important aujourd'hui parce que je trouve que cette génération-là, moi, j'ai des enfants qui sont enfin, j'ai des jumeaux qui ont 14 et une fille qui a 10. Je vois la génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas la même relation à l'argent que nous, hein. non. J'ai l'impression que l'argent leur brûle les doigts. Dès qu'il y a de l'argent, il faut le dépenser. Alors moi, ils n'ont pas encore d'argent de poste pour le moment. Non plus. Parce que c'est un choix et qu'ils n'en ont pas besoin. S'ils en avaient besoin, je leur en donnerais. Mais surtout, je leur apprends la valeur des choses.
Tu vois, hier, c'était très rigolo parce qu'on était en formation et il expliquait à une participante que moi, mon fils, il avait une paire de chaussures. Tu sais, moi, j'ai 4 paires de chaussures. Alors déjà, elle m'a dit, t'as que 4 paires? Je lui dis, bah oui, parce que j'ai mes bottines pour l'hiver, j'ai mes baskets pour la mi-saison et j'ai mes petites chaussures ouvertes, mes ballerines pour maintenant et j'ai mes tongs pour l'été. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible. Et tes enfants? Je lui dis, bah écoute, mon fils, moi, il a une paire de baskets, ma fille, pareil, ça lui suffit. Et je lui dis, et toi, ton fils? Elle me dit, bah moi, il a 7 paires de chaussures quand même. Et je lui dis, est-ce que tu crois qu'il est plus heureux parce qu'il a tout ça? C'est juste Bah, la question. mais surtout que les enfants, ils grandissent. Donc, 2 fois par an, en gros, les chaussures vont plus, elles changent de pointure. Tu as compris? Alors que moi, je lui dis, écoute, il a droit à une paire, il choisit celle qu'il veut, je mets pas de veto. Bah, quand elle est usée dans 6 mois, on va la changer. C'est pas un problème. Et au moins, il sait, voilà. Et je lui montre combien ça coûte. Et je lui fais aussi le rapport, tu sais, il y a un truc aussi intéressant, je lui fais le rapport du temps de travail pour l'argent, pour le bien. Tu vois, je lui dis, bah voilà, tu vois, par exemple, pour que on parte en vacances, c'était quoi que j'avais fait la dernière fois? Voilà, un resto. Parce qu'il m'a dit, ah bah voilà, on est payé un resto, il était horrifié par le prix, c'était 100 euros. Tu vois. Et je lui dis, bah moi, je te fais le rapport, ok, pour que je gagne, moi, 100 euros, ça veut dire qu'il faut que je travaille une demi-journée. Je lui dis, voilà, ça équivaut à une demi-journée de travail supplémentaire pour moi. Et donc, du coup, je lui fais réaliser ça que, en fait, je gagne de l'argent, bien sûr, pour le dépenser, hein, c'est pas que de l'économiser, mais lui faire comprendre que, voilà, que s'il veut ça, il va falloir travailler tant de temps pour qu'il arrive à mettre cette notion du temps derrière l'argent. Mm, Ce mm. que je trouve très important parce que les gens ne comprennent pas ça. Et du coup, quand tu ne comprends pas ça, eh ben, tu as l'impression que bah, tout est facile, tu vois. C'est comme les entrepreneurs aujourd'hui qui te vendent sur LinkedIn que pour le SMIC, c'est 10 000 euros par mois. Ben, en fait, ça ne marche pas. Moi, j'en vois des gens qui font 10 000 euros par mois et qui ont zéro à la fin du mois. Parce Ah qu'ils ne bah savent oui. pas gérer. Mm. C'est pas parce que tu sais faire de l'argent que tu sais garder l'argent, que tu sais l'économiser, que tu sais, comme tu dis, ça leur brûle les doigts parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont tellement waouh, c'est une somme énorme et je ne sais plus quoi en faire. Et en fait, c'est leur dire, OK, mais tu as sué combien de jours, combien d'heures pour avoir cette somme-là? Et en fait, tu es en train de te dire, si tu gaspilles 10 000 euros, ça veut dire que ton temps, il n'a pas de valeur et que le mois que tu viens de travailler, il vaut rien. Tu vois? Alors, ouais, ou alors ça peut être aussi, moi je vois certaines personnes dans mon entourage, ils aiment la belle vie. Ils aiment les beaux restos, ils aiment les week-ends, ils aiment. Et du coup, c'est pour ça qu'ils bossent, pour pouvoir s'offrir ça. Mais ils sont Et pas ça, du tout c'est un dans la. choix de vie. Voilà, c'est un choix, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un choix de vie. Moi, Mm. ça m'horrifie pas. Tu vois, c'est un choix de vie. Te dire, mais parce qu'ils profitent de leur argent. Ils le gaspillent pas. Tu vois, c'est pas pareil. Il y a aussi cette notion très ténue entre est-ce que je l'utilise cet argent vraiment pour profiter de la vie et comme tu dis, si j'aime la belle vie, bah, autant en profiter. Ou est-ce que je l'utilise pour le gaspiller, tu vois, pour en mettre plein la vie aux autres, pour montrer, ah bah t'as vu, moi j'ai mangé dans ce grand resto, dans ce machin et tout ça. Ouais, en fait, si c'est pour faire du bling bling, c'est pas mon cas, tu vois. Mm, mm. Ouais, pareil. Bon, bah écoute, la liberté financière, toi, dans combien de temps t'as calculé? Alors moi, j'ai calculé qu'à mes 50 ans, parce que c'est mon objectif, euh, j'en ai 43 aujourd'hui, qu'à mes 50 ans, j'aurais généré avec tous les investissements que je fais un revenu de 1500 net par mois. Voilà, c'est mon premier objectif parce que c'est mon premier palier. Moi, j'imagine pas la vie sans travail. Il y a aussi ça aussi, parce que je me suis posé la même question que toi. Moi, je m'imagine continuer à bosser à mon rythme. Mon envie pour moi, c'est à mes 50 ans de me dire, OK, j'ai ce revenu qui tombe là. Et au lieu de travailler 100 jours, bah, je travaillerai plus que 50 jours. Parce qu'en fait, j'en aurais pas besoin. Mais par contre, j'ai besoin de cette stimulation intellectuelle, de continuer à rencontrer des gens et tout ça. Donc moi, j'envisage plutôt, si tu veux, une vie où je vais travailler jusqu'à 70 ans. Je me suis pas arrêtée à 65 comme toi, je me suis arrêtée un peu plus tard. Euh, parce qu'on voit, parce que je suis factuelle, les dernières études des neurosciences montrent que plus tu stimules ton cerveau, mieux tu vieillis. Tout à fait. Et ça, alors, moi, j'ai pas dit que je m'arrêterais à 65, hein. Mais par contre, moi, ce que je cherche, c'est la liberté financière rapide pour avoir ce sentiment de liberté, en fait, et d'avoir le choix le Et le choix matin que tu l'as déjà. de me lever ou pas. Bah non, parce que j'ai quand même un business à faire tourner. Le matin, je peux pas me dire, bah non, tiens, aujourd'hui, je bosse pas. Pourquoi? Bah, parce que si je fais ça tous les jours, j'ai plus Alors, d'argent à rentrer. j'ai pas dit que tu ferais ça tous les jours, mais tu vois, moi, ça tourne et je fais que 4 jours dans la semaine. Est-ce que, par exemple,
ce serait possible pour toi, au lieu de passer de 5 jours dans la semaine, à passer à 4 jours dans la semaine? Ouais, mais je vais décaler mon objectif, il va se décaler. J'aurais pu la liberté à 50 ans, ce sera plus tard, Ok. je Donc, pense. Ouais, ça me paraît logique, ouais. Par contre, après, tout dépend du système que j'arrive à construire. hmm, Le fait de pouvoir avoir plus de clients, déléguer, ça, c'est quelque chose sur lequel je bosse pour me être moins dans l'opérationnel, avoir un business qui dépend moins de moi et donc me retrouver entrepreneur libre, esclave de mon travail, de mon business en fait. Aujourd'hui, je suis quand même esclave de mon business. Si je suis pas là, mon business il tourne pas. Donc ok. c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, moi dans mes projets, c'est d'arriver à me libérer, me détacher un peu plus, avoir Hmm, un business qui tourne un peu plus sans moi. Et là, ok. je pourrais peut-être le faire. Peut-être pas une journée, mais une demi-journée, ouais. Ouais. De temps en temps, dire: «Tiens, non, moi, j'ai pas envie de bosser cet après-midi, allez, je vais faire du vélo». Hmm. Ouais, tu vas être pilote. Alors ça, c'est Mmh. facile à construire. C'est possible à construire. Après, ça dépend de ce qui reste dans ta tête en termes de croyances, en termes de système que tu veux monter, mais ça peut être plus ou moins facile, clairement. Ouais, bah, c'est le chemin que je suis en train de prendre, en tout cas, ouais. C'est un bon chemin. Ouais. Je te souhaite d'y arriver tôt, hein, parce qu'en 2 ans, c'est possible, hein. Bah, j'ai mis des choses en place. Ça fait déjà 8 ans que j'ai ma boîte, enfin, j'ai déjà mis des choses en place. On va voir, là, j'ai un projet, enfin, normalement, ça devrait se développer, là, sur les mois qui viennent et on verra. On verra. On en reparlera dans 6 mois. C'est ça. Je te poserai la question quand même. Et en plus, si j'ai, tu vois, merci pour la transition, parce que si j'arrive, là, je te dis, je joue pas mal avec Claude Code en ce moment. Hmm. Je me rends compte des possibilités et de ce que j'arrive à lui sous-traiter. Je suis bluffé, mais vraiment bluffé. Et donc, si j'arrive de plus en plus à maîtriser Claude Code, à lui déléguer de plus en plus de tâches qui me prennent du temps, je vais pouvoir me dégager du temps. Hmm. Et après, à voir comment je vais l'utiliser, ça, c'est une autre question. Est-ce que je vais quand même rester toute la journée derrière mon PC? Pour vérifier ce que Claude fait. Ouais. Pour l'instant, je suis bluffé. Mais du coup, voilà, moi je suis à fond Sur dans l'IA. l'IA parce que je suis intimement persuadé que dans 2 ans, même ça commence un petit peu aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura deux types d'entrepreneurs. L'entrepreneur qui a évolué avec son temps et qui maîtrise l'IA et qui est toujours dans la course, Hmm. et celui qui est anti-IA, qui a jamais voulu s'y mettre et qui se retrouve complètement à la traîne ou qui a fermé sa boîte et qui est redevenu salarié. Et même les salariés, persuadés aussi, Hmm. de plus en plus de boîtes vont chercher des gens compétents qui savent maîtriser ChatGPT, Claude Code, euh, qui savent gérer tout ça parce que ça va devenir le travailleur augmenté, entre guillemets. Hmm. De dire, ben oui, moi je sais bosser, je suis compétent. Par contre, je suis compétent, mais je sais aussi travailler avec une IA et lui déléguer des tâches pour être plus efficace encore. Ça va faire partie des critères. Du coup, toi, l'IA, Alors moi, l'IA, je fais partie de la population qui l'utilise pas tous les jours. J'aime bien, du coup, je vais prendre le contre-pied de tout ce que tu dis. Ça va être intéressant. Alors, en fait, alors, je mesure mes propos, hein. Je l'utilise quand on me donne un prompt déjà tout fait. C'est-à-dire que je suis quand même, je me suis pas formée à l'IA. Je vais pas me former tout de suite à l'IA, puisqu'aujourd'hui, c'est une technologie qui, pour moi, est pas mature. Clairement. Elle est encore en phase de progression, qui est plus ou moins lente suivant le nombre d'utilisateurs. Et aujourd'hui, je dis à tous les utilisateurs qui le font et qui tentent de le maîtriser, en fait, vous êtes juste des bêta-testeurs dans un système et vous êtes gentils parce que vous offrez gratuitement vos compétences à l'entreprise qui a créé cette IA pour s'améliorer. D'accord? C'est pour ça que ChatGPT est gratuit, hein, j'insiste, hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc aujourd'hui, ça ils ont des dépend des milliers. abonnements, attention, hein. Je suis Moi, j'ai eu d'accord les avec abonnements toi. payants qui permet d'avoir une productivité beaucoup plus importante. Mais même en abonnement payant, tu restes quand même, c'est toi qui fais progresser l'IA. J'insiste. Parce que les humains, ils comprennent pas ça. Et en fait, c'est parce que tu fais des recherches, parce que tu la nourris, que l'IA que tu utilises progresse. D'accord? Donc, il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est que aujourd'hui, toi, tu penses que tu es un travailleur augmenté. Tu crois que tu es un travailleur augmenté parce que tu mets quelque chose de qualité dans l'IA. Donc, il te sort quelque chose de qualité. Si tu prends un junior qui met quelque chose de pourri dans l'IA, il va lui sortir un truc pourri. Tu vois? C'est toujours pareil.
C'est un Oui, outil qui est oui, 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 fabuleux. je suis d'accord, ça fait du sens, ouais. Ouais, c'est un outil qui est fabuleux, mais aujourd'hui, personne ne le maîtrise, comme tu dis. Et en plus, c'est illusoire de le maîtriser parce que il change tout le temps. Et ça, faut bien le comprendre, il change tout le temps. Moi, j'ai des prompts. Je te donne un exemple ce matin. On m'a filé un prompt pour répondre à une question sur une formation. Donc, on a pris le prompt, on l'a mis dans le chat GPT, on a reçu la réponse, on a regardé ensemble la réponse, on se dit c'est pas mal. D'accord? Du coup, moi, juste après, j'ai mis le même prompt dans Copilot. Et là, la réponse est différente, tu vois, parce que c'est pas la même IA, donc du coup, j'ai pas la même réponse. Et en fait, un système répétable et un système qui fonctionne, c'est que peu importe le truc, tu mets le prompt, ça ressort la même chose. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. À chaque IA, chaque prompt, même si tu utilises le même, d'ailleurs, fais le test, puisque toi, tu aimes bien bidouiller, tu verras que si tu prends le même prompt et que tu le mets dans plusieurs IA différentes, tu n'auras pas la même réponse. Et ça, il faut le garder en tête. Pour moi, c'est pas mature. Ça évolue en plus tellement vite que suivre l'IA aujourd'hui, c'est un travail à temps plein. Si tu veux. Et quand tu Alors, parles de gestion du temps, c'est vraiment ça. ouais, mais en tant que gestion du temps, justement, moi, je vois le temps que je gagne. Avant, pour rédiger un post LinkedIn, il me fallait, ouais, une bonne heure. Mm. Aujourd'hui, il me faut, à peine 5 minutes. Oui, mais c'est parce que tu as passé des heures à rédiger des posts LinkedIn. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, 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 c'est pas ça que je veux dire. C'est que tu as écrit qu'aujourd'hui, déjà beaucoup de posts LinkedIn avant. parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA qui le fait pour moi. Oui, mais elle le fait parce que tu lui donnes les bonnes informations, Bien sûr, parce que tu bien as sûr. eu l'expérience des posts LinkedIn qui marchaient et que tu as fait avant en manuel. Ouais, sans faire, enfin, disons que j'ai configuré comme il faut pour que elle me sorte ce que je veux par rapport à des expériences vécues. Enfin, voilà, c'est que du vrai, tous mes posts, mais je gagne un temps fou. Et là, ce que je vois, ce que je fais avec Claude Code, c'est lui qui va me gérer toutes mes relances, mon suivi commercial. Ça va me faire gagner, tu vois, on parlait de gestion du temps, mais ça va me faire gagner peut-être au Des heures. moins 3 ou 4 heures par semaine. Et en plus, il va faire des choses que je ne faisais pas avant parce que soit j'avais pas le temps, ou c'est des trucs qui me font chier, j'ai pas envie de les faire. Mais qui sont ils sont importants pour mon business, mais je le faisais pas parce que j'ai pas envie. Et il va pouvoir les faire pour moi. Et je vois, je commence si tu veux, à fourmiller d'idées en me disant, mais attends, je pourrais lui dire de faire ça aussi, de faire ça parce qu'il est connecté à mes outils. Donc il me prépare mes mails, il me les met dans les brouillons, Mm, puis le matin, j'arrive, je les relis, j'envoie et terminé. mm, Donc oui, pour moi, quelqu'un qui, alors quand je dis maîtriser, attention, on n'a mm. pas forcément la même définition de maîtriser l'IA, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut t'aider et faire des tâches à ta place avec le même niveau de résultat que si c'est toi qui les faisais. Pour moi, c'est le travailleur augmenté qui peut gagner énormément de temps. Ouais. Ouais, mais moi, ça, je le vois, mais dans ton cas, tu vois. C'est que déjà, tu as une expérience, déjà, tu as une expertise, et du coup, c'est qu'un bonus, en fait, l'utilisation que tu as de l'IA. Et comme je te dis, aujourd'hui, pour moi, ça change trop vite, donc je ne me suis pas encore formée. Je ne dis pas que je ne viendrai pas, parce que je pense que, comme tu dis, ça fait gagner beaucoup de temps. Quand tu sais précisément ce qu'il faut lui demander, quand tu sais précisément ce que tu dois déléguer. Il y a aussi ça. Parce qu'il y a des gens qui délèguent tout en se disant, bah, c'est facile. Non, il faut choisir. C'est comme quand tu fais une vraie délégation, il faut vraiment réfléchir avant qu'est-ce qui est de la pertinence de donner à l'IA ou pas. Moi, j'attends que l'IA soit un peu plus mature, si tu veux, pour m'y former et me dire, bah, OK, j'y vais, j'apprends des trucs. Pour le moment, tout ce que je fais, c'est que je demande à des gens formés de me passer les prompts qui fonctionnent. En fait, je gagne du temps, si tu veux, là-dessus, pour pas partir dans une course sans fin à bidouiller, comme tu fais, parce que je suis en contact avec des gens comme toi qui bidouillent tout le temps. Et eux, une fois qu'ils ont bidouillé et qu'ils ont trouvé le truc qui marchait, bah, ils me donnent les résultats. Moi, je leur offre autre chose en contrepartie, si tu veux, mais ça m'évite toute cette courbe d'apprentissage qui peut être assez longue, sachant que les outils changent tout le temps. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut être lucide. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il va falloir tous qu'on apprenne à l'utiliser, mais ça reste un outil. Et aujourd'hui, ça peut être, comme tous les outils, hein, bien utilisé et mal utilisé. Donc, donc, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment le faire, moi, je les invite à se former. Et malheureusement, à se reformer assez régulièrement ou à bidouiller de leur côté ou à créer leur propre agent IA pour vraiment monter la productivité. Parce que là, ça fait une différence. Mais si déjà, tu n'es pas organisé, que tu sais pas où est la valeur et tout ça, en fait, ça va te faire perdre du temps. Alors tu peux vite.
En effet, il y a des risques, hein. C'est vrai que si tu sais pas ce que tu veux faire avec l'IA et c'est juste pour t'amuser, ça peut être vite un bouffe-temps. Parce que ouais, tu peux vite y passer énormément de temps à bidouiller. Alors attention, quand je dis bidouiller, moi, quand je bidouille, c'est vraiment parce que j'ai un objectif derrière. Donc, il faut que je me forme. Et plutôt que de suivre des formations, des fois j'en vois, hein, des formations qui coûtent un peu cher ou ça va être long. Aujourd'hui, les IA sont suffisamment bien faites et suffisamment intelligentes pour te former. Donc, tu vois, Tout à moi, fait. Claude Cole, je commence à le prendre en main. Ben, je lui pose plein de questions. Je dis, alors attends, comment ça fonctionne? Comment tu fonctionnes? Mm. Explique-moi. Moi, je voudrais faire ça. C'est quoi, d'après toi, la meilleure façon de faire? Ah, tac, et en fait, c'est lui qui me forme, en fait. Mais je pense qu'il y a même presque plus besoin d'avoir des formations sur le sujet parce que il est suffisamment bien fait pour te former au fur et à mesure. Ouais. Mais alors, tu as la version gratuite ou la version payante? Non, là, j'ai la version payante à 20 $ par mois, Mm. mais au rythme où ça va, je pense que je vais vite basculer sur la version à 100 $ par mois. Mm. Ok. Parce Ouais, que ouais. je suis en train de me créer des agents sur plein de sujets. Et si j'arrive à gagner 3 heures, 5 heures ou plus par semaine, les 100 $, je les passe, même Ah par bah, semaine, ce serait un bon investissement. ce sera bien un bon investissement, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, tu as aussi enfin moi, ce que je trouve, tu as quand même une façon de l'utiliser qui est intelligente, tu vois? C'est-à-dire que tu sais précisément ce que tu veux, tu bidouilles, tu lui poses des questions pour comprendre comment il fonctionne et c'est lui qui va te former. Souvent, j'en vois qui l'utilisent, mais qui l'utilisent mal, en fait. Et c'est surtout déjà apprendre les bases, comment bien l'utiliser, comment poser un bon prompt, comment faire tout ça. Et alors, comme tu dis, aujourd'hui, il y a plein de c'est pas la peine de se former, il y a plein de trucs sur internet, il y a des tutos partout. Même, alors attends, je te fais une petite parenthèse. Si Vas-y. tu veux tu sais pas si tu vas faire le bon prompt, bah, tu lui Ouais. demandes. Tu dis, Ouais. voilà, j'ai préparé un prompt. Est-ce que tu peux me dire si le prompt est complet ou pas? Est-ce qu'il est suffisamment complet pour toi? Et toujours dans un bon prompt, enfin, je suis pas un expert en prompt, mais je vois comment je l'utilise. Ouais. Toujours à la fin, je dis, par rapport à ce que je t'ai dit, est-ce que tu as des questions, des infos qui te manquent? Et forcément, c'est lui qui va te dire après. Il me dit, ah bah oui, il me faudrait ça pour que ce soit super complet. Bon, Mmh. bah voilà, je remplis. Même si j'ai pas fait le bon prompt au départ, le fait de lui dire est-ce que tu as des questions, est-ce qu'il te manque des infos, c'est lui qui me dit ce qui lui manque. Et du coup, Magique. à la fin, bah, le prompt, il est super complet. Mmh. Oui, mais Donc, parce que tu as l'intelligence d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait un prompt et après ils disent: «Ah, le prompt, c'est pas tout à fait ce que je voulais, le résultat». Alors ils retapent un prompt après et ils ne sont jamais allés interroger la machine en lui demandant, en fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Tu vois? Mm, mm. Je pense que cette approche-là que toi tu as, cette finesse-là que tu as acquérie, ça vient de ton expérience de travailleur, tu vois? D'avant. Ça vient Ouais, ça c'est ça possible, je sais pas. mais oui, tout à fait. Parce que tu as un esprit critique, tu es capable de comprendre là où il y a des manquements aussi ou pas, tu es capable de corriger si c'est pas bon. Il faut aussi avoir développé tout ça avant, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, moi, surtout les jeunes qui utilisent, parce que je le vois dans l'école, moi je suis dans une école avec des informaticiens, alors autant te dire qu'ils m'en parlent tout le temps de l'IA. Bah, je lui dis, d'accord, ok, l'IA t'a fourni une réponse, est-ce que tu as vérifié que la réponse était juste? Et ben, les trois quarts du temps, c'est non. Ils me disent, je fais confiance à l'IA. Je dis, ben non, Ah, en fait. ouais, non. Voilà, tu vois. Et en fait, moi, j'essaye de leur faire développer leur pensée critique, que toi, tu as déjà, tu vois, parce que c'est des années d'expérience, hein, avant de leur dire, moi, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA. Je dis que développe d'abord ta pensée critique. Et une fois que ta pensée critique, elle est bien posée, OK, l'IA va t'augmenter. Je suis bien d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'on a mis un joujou merveilleux entre les mains de plein de gens qui ont déjà pas d'esprit critique, qui ont déjà pas de recul sur plein de choses. Et du coup, bah, ils croient que c'est ça qui va tout faire à leur place, alors que c'est complètement faux. Ouais, tout à fait. Avant de sous-traiter à l'IA, il faut déjà que ce soit bien clair, que ce soit bien opérationnel dans sa tête, bien clair dans sa tête. Et là, c'est comme sous-traiter une personne. Si ton Pareil, projet il est flou, tu sous-traites, tu auras un résultat flou. pareil. Mm, mm. Ok, donc ce sera peut-être pour bientôt, toi, l'IA alors. Ouais. Alors, je me suis fixé quand même un délai en maximum 2030. 2030. Ah ouais, bon, ok, 4 ans. Ok. Je C'est pas surveille mal. l'heure, on va bientôt terminer. Lydia, je vais finir avec quelques petites questions en mode un peu flash, questions diverses. Euh, Ce serait quoi, si tu avec un petit peu de recul, ton meilleur investissement? Mon meilleur investissement financier ou mon meilleur investissement en temps? Alors,
Euh, celui que tu veux, au sens large, celui qui te vient en tête. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'apprendre à réfléchir. Ah, ok, super, bonne réponse. Parce que ça, c'est une méta-compétence. Comme la gestion du temps, d'ailleurs, est une méta-compétence. Et en fait, c'est une compétence que tu vas utiliser dans tous les domaines de ta vie. Et donc, si tu la maîtrises pas, tu vas perdre plus de temps qu'autre chose. Ok, mon meilleur investissement, je vais répondre aussi moi. Mes meilleurs investissements, c'est les investissements que j'ai faits sur moi-même, que ce soit en développement personnel ou en compétences professionnelles, puisque à chaque fois que je me forme sur un sujet, ben, c'est une capacité de plus qui me permet d'être plus efficace, d'aller plus vite, de réfléchir plus vite, d'analyser plus vite, de travailler plus vite. Donc, les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est pas d'acheter des appartes, c'est de payer pour me former et prendre des compétences supplémentaires ou du développement perso, d'aller réussir à changer mes façons de penser, mes vieilles croyances, mon fonctionnement pour être plus allégé, plus libre et plus heureux. C'est joli. Ton plus mauvais investissement. Mon plus mauvais investissement, je pense que ça doit être un investissement matériel. Ouais, parce que bon, déjà, je suis pas matérialiste, hein, tu l'as bien compris. Je crois que mon plus mauvais investissement, c'est quand j'avais acheté, quand j'étais jeune et que j'ai acheté des vêtements en solde, tu sais, parce que c'était pas cher, et qu'en fait, je les retrouvais 6 mois après dans l'armoire avec l'étiquette encore dessus. Ouais, ben, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça Erreur de aussi. jeunesse. Ouais, ouais, ben alors, je pense qu'on l'a tous fait, hein. Sinon, plus mauvais investissement. Ben, ouais, si, quand même, récemment, là, ce qui me vient en tête, c'est investir trop tôt dans l'IA. Il y a un moment où j'ai voulu, c'était l'année dernière, parce que j'accumule beaucoup de data, si tu veux, sur qui je suis, enfin, mes coachings, j'enregistre tout et du coup, je voulais faire un clone de moi-même. Ah oui, je t'en avais parlé, ouais, tout à fait. Ouais, un clone de moi-même avec toutes ces données que j'ai, tous les coachings que j'ai faits, les audits blancs, tout ce que j'ai enregistré, hein. Et donc, j'ai demandé à une boîte de développement IA de commencer à travailler sur une base de données pour aller sortir ça. Et 6 mois après, ben, Ouais. ouais, donc j'ai perdu. Alors, la société m'a remboursé, mais j'ai perdu énormément de temps et d'énergie à vouloir aller trop tôt. Et en fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est de dire non, bah, François, attends, ces outils-là, ils vont arriver. Il y a des boîtes qui vont développer ça. Ça commence déjà. Donc, arrête de vouloir aller plus vite que la musique. Les outils vont arriver. Ça sert à rien de vouloir développer trop vite. Mm. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Oh, alors là, il y en a plusieurs. Alors, tu me dis ça à moi, alors que moi, je lis entre 100 et 150 livres par an. Donc, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Alors, ça va être difficile de choisir dans les dizaines de milliers que j'ai lus. Un récent, peut-être? Un récent, ouais, alors moi, le dernier que j'ai lu qui était pas mal, c'est comment il s'appelle? Ah, je l'ai lu, je l'ai revu ce matin. C'est Slow Productivity oh, je vais pas trop trouver le nom du truc. Pas grave. De Cal Newport, si. Cal Newport, c'est un auteur que je suis depuis des années qui travaille, qui est un chercheur, d'accord, qui travaille dans les neurosciences et tout ça, et qui avait écrit le premier livre sur le deep work. C'est lui qui a vulgarisé ce mot, qui fait comment tu fais pour atteindre l'état de haute concentration. Et quand j'ai écrit mon propre livre, en fait, je me suis inspirée de ses travaux et je me suis rendu compte que j'atteignais très, très vite cet état de deep work et c'est ça qui faisait que j'étais beaucoup plus efficace que les autres. Derrière ce livre, il a sorti Slow Productivity, où justement, il explique que moins c'est mieux. Donc, je me suis dit, c'est bien, minimalisme. Et il donne plein de pistes, en fait, pour ralentir dans le monde actuel. Parce que, comme tu dis, la patience est une vertu. Et à vouloir aller des fois sur des outils qui viennent de sortir trop tôt, trop vite, on perd du temps. C'est pour ça que je te dis que je vais me former plus tard sur l'IA, mais quand ce sera mature. Parce que je sais le temps qu'on peut perdre sur des choses pas futiles, mais qui ne sont pas encore assez prêtes de mon point de vue. Et du coup, il explique bien ça. Il explique que le fait des fois de ralentir, de se poser, aussi de débrancher son cerveau et de se dire, en fait, je ne suis pas obligée d'être connectée tout le temps face à un écran, enfin tout ça. Il est vachement bien. Donc, si tu as l'occasion, moi, je te conseille de le lire. Alors, malheureusement, il est pas, je ne sais pas s'il est traduit, parce que comme je suis bilingue, moi, je lis la moitié de mes ouvrages sont lus en anglais en version originale et l'autre moitié en français. Donc, ouais. Ok.
Mais je note, moi je parle anglais aussi, donc je regarderai si j'ai le temps. Mhm. Moi, un livre qui a changé ma vie, c'est celui que j'ai lu là il y a quelques semaines. Ça s'appelle Conversation avec Dieu. Euh, excellent, Ah, excellent. Il c'est qui? m'a. Comment? C'est qui l'a écrit celui-là? Je Je vais vais, regarder. je vais te le dire, ça va être à moitié. Il y a Neil Donald Walsh, quelque chose comme ça. Oui, je connais l'auteur. Ouais, tout à fait. Ok. Vraiment excellent. Ça aide. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux hum, changer mon point de vue sur la vie, mais surtout, ça m'aide énormément à changer intérieurement en comprenant que j'ai qu'à juste choisir qui je veux être. Et si je le répète assez et j'en suis convaincu, tout le reste change. Donc, tu vois, c'est un des exercices que je fais tous les matins. Je suis libre, je suis, je suis comme ça, je suis raisonnable, je suis. Et à force de le répéter, ça rentre dans le cerveau. Et quand il y a un choix qui arrive, le cerveau, il aime pas se contredire. Donc, si tu as dit avant, je suis quelqu'un de raisonnable, il y a un choix où, bah non, je vais automatiquement prendre le choix qui est aligné avec qui je veux être. Et voilà. Et enfin bon, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, mais moi, il est en train d'opérer un vrai changement Mais sur moi. c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, la bascule, on parlait du burn-out et tout ça, mais la bascule, elle s'est faite, moi, quand je me suis dit, en fait, c'est pas l'activité que je fais qui a de l'importance, c'est qui je suis quand je fais cette activité-là. Tu vois? Et c'est pas le même mot. Ouais, Et en fait, c'est là où j'ai réfléchi, où tu vois, j'ai réfléchi, je suis allée jusqu'à, pareil, il y a les 7 lois, les 7 habitudes de ceux du qui veulent succès. changer. Voilà, si tu Ah, connais, de mm. Stephen Covey. Et il t'explique, OK, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi le jour de ta mort? Et qu'est-ce que tu veux que les gens parlent de toi? Et moi, je me suis dit, moi, tout ce que je veux, en fait, tout ce que je veux à ce moment-là, c'est être heureuse. En fait, c'est quoi le but ultime de la vie? Le but ultime de la vie, c'est d'être heureux. Sauf que moi, je me suis dit, je ne veux pas être heureuse juste sur certains moments, je veux être heureuse tous les jours. Et du coup, je veux emmener cette joie de vivre et cet amour que j'ai pour moi, pour le monde, pour tout ce qui m'entoure, à travers ce que je fais. Donc, en fait, peu importe l'activité que je fais, tu vois, là, aujourd'hui, je suis formatrice. Peut-être que dans 7 ans, j'en aurai marre et je ferai un autre métier. Mais je veux faire les choses avec amour. Je regarde, il va falloir Ouais. qu'on arrête le truc. Juste, je vais un peu spoiler, mais dans le livre, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Une des astuces pour aller augmenter le niveau de bonheur, ce qu'il dit dans le livre, c'est pas d'attente. Plus on se crée des attentes, plus on est frustré et malheureux. Donc, pas d'attente en se disant, ben, je vais prendre ce qui vient. Que Et, des intentions. Attends, continue. le deuxième point, c'est pas de jugement. Il dit la situation, il y a plein de situations qui arrivent dans notre vie et c'est le jugement qu'on va porter sur ces situations qui vont nous rendre malheureux en disant ah bah là il y a la guerre en Iran, c'est nul. Ouais, ok, c'est moche, il y a plein de trucs. Nanana. Et en fait, je schématise, je caricature un peu avec la guerre en Iran, mais tous les jugements qu'on va pouvoir porter sur les situations, bah, c'est ça qui va nous rendre malheureux. Si on accepte les situations telles qu'elles sont, surtout celles qu'on ne peut pas changer, et que on se libère des jugements en disant bah c'est comme ça, il pleut. Ah ouais, oh c'est moche, c'est con, on aurait pu aller se promener. Ah ouais, bah on se rend malheureux tout seul. Il pleut, ok, pas de jugement, il pleut, c'est tout, terminé. Il n'y a pas à être heureux ou malheureux. Là, je te montre mon petit livre de chevet, là, en ce moment, c'est celui-là. Le Alors bonheur. attends, on le voit pas bien, mais au milieu, plus au bout. Alors, ça Ouais, voilà. s'appelle le bonheur est déjà là. Et Ok, en fait, ça dit exactement ça. C'est en fait en étant heureux maintenant et en n'ayant pas d'attente et en acceptant la situation telle qu'elle se présente, en fait, tout est déjà parfait. c'est ça. Et aussi, tu vois, le fait d'avoir du temps libre, ça te reconnecte à ça et au moment présent. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Moi, je m'en suis rendu compte pendant les vacances. J'avais pris 2 semaines de vacances, là, début mai. Mm. Quand j'ai lu le livre, justement, ça m'a permis de me reconnecter. Ouais, ouais, le temps libre aussi. Et accepter de rien faire, en fait. Lydia, merci beaucoup Merci beaucoup. pour cet échange, pour tous les points de vue et les conseils, les retours d'expérience que tu as pu nous partager.
Et ben, peut-être qu'on se reverra dans 6 mois, dans 1 an, je sais pas, pour refaire, une 2e édition. Avec grand plaisir. Prends soin de toi, François. Merci, bonne continuation à toi, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors attends, je vais couper l'enregistrement. Merde, là. Ouais, parce que je vais te dire un truc en off au niveau de la fiscalité pour tes apparts. Attends, hop, enregistrement, voilà. Arrêter, arrêter.